on a un modèle multimodal ici, mais en version type SLM, quoi, donc type mini multimodal. On avait les modèles plus petits qu'on va réussir à finaliser un fine-tuning plus rapidement. Et donc là, ils arrivent avec un notebook qui est dédié au monde Python, qui est assez marrant puisque il peut tourner visiblement aussi dans du WebAssembly. Cette couche d'abstraction qui vous permet d'écrire du code pour manipuler de la donnée, quel que soit le moteur sous-jacent que vous utilisez. Répéter dans le groupe by la liste des champs qu'on a déjà donné. Voilà, Ouais. c'est des choses qui semblent être des archaïsmes complets, mais qu'on se traîne quand même depuis 40 ans. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, c'est une revue de l'actualité data et IA ou l'interview d'un invité spécial. Aujourd'hui, nous ferons un épisode de news avec mon ami Paul pour animer ce podcast. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et mon métier c'est d'accompagner mes clients pour imaginer, concevoir et implémenter les plateformes et outils data et IA qui changeront leur business. N'hésitez pas à me solliciter. Salut Paul, comment ça va ? Salut Vincent, ça va très bien. Content de te retrouver pour peut-être ce dernier épisode dernier épisode, mais premier épisode nouveau format avec la vidéo pour bientôt vous pourrez retrouver aussi ces épisodes sur les chaînes de diffusion avec l'image en plus du podcast. Donc on va faire attention à comment on se tient aujourd'hui devant la caméra. Et Exactement. Écoute, petite pause estivale et puis voilà, fin de cycle aussi professionnel pour moi. Je redémarrerai en septembre avec un nouveau poste, mais ça je vous en reparlerai sûrement quand on se recroisera sur les rendez-vous de la rentrée qu'on donnera en fin d'épisode. Ouais, super. Bah écoute, ces phases de transition sont toujours des moments qui permettent de prendre un peu de recul et de se repositionner de manière plus facile pour le futur. Et donc, je suis content pour toi que tu aies cette nouvelle opportunité dont tu nous reparleras en septembre. Alors, tous les vendredis ne se ressemblent pas, puisque si on avait enregistré cet épisode il y a une semaine, je pense, Paul, qu'on aurait eu du mal à l'enregistrer, puisque ta méga dépendance au monde Microsoft t'aurait été fatale, je suis sûr. Et oui, je resterai de toute façon en septembre très lié quand même à l'éditeur de Redmond, qui a eu quand même des difficultés dans les médias vendredi dernier, effectivement, avec le blue screen of death. Vous connaissez, si vous avez eu des post Windows, vous connaissez cet écran bleu là qui se produit quand il y a une erreur, une erreur assez profonde, on va dire, dans le lancement de l'OS, donc au niveau de ce qu'on appelle le kernel Windows. Et là, il y a à peu près 1% des PC Windows 7 et supérieurs qui ont connu cet écran bleu vendredi dernier. Alors, on sait. C'est que 1%. 1%, oui, c'est quand même. Enfin, voilà, je vais rétablir quelques chiffres qu'on va être face factuels par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans certains médias. On a eu l'impression que c'était 50%, quoi. C'est ça qui est fou. Voilà. Et alors, bon, c'est un petit peu une blague, mais les personnes qui sont restées sous leur XP n'ont pas eu le problème. Voilà. Donc peut-être qu'ils ont bien fait de pas migrer trop vite. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors, on s'est posé la question de savoir si c'était une cyberattaque mondiale, finalement. Alors, c'est l'Australie qui a commencé à se réveiller, puisqu'on s'est les premiers à se réveiller sur la planète, vendredi avec ces problèmes d'écran bleu. Donc, est-ce que c'était une cyberattaque mondiale ? Eh bien, en fait, c'est plus tordu que ça. C'est en se protégeant contre les cyberattaques qu'on a été victime, pour certains, de cet écran bleu. Alors, pourquoi ? Parce que la société CrowdStrike, donc un éditeur d'antivirus, de spécialiste en cybersécurité, et a poussé une mise à jour de son produit, donc qui est quand même assez utilisé surtout sur les versions professionnelles de Windows, a poussé une mise à jour de son produit contenant une petite boulette, on va dire, pour les développeurs qui ont commis ça, donc qui était une écriture alors, Jérôme aurait expliqué ça. Mais une écriture dans un espace mémoire protégé qui était interdit parce que la démarche qui consistait à dire je mets le pointeur 00 quand je ne sais pas où je dois écrire était une convention entre développeurs. Et je résume aussi parce que je n'ai pas la compétence de Jérôme pour le faire, mais et c'est passé à la trappe lors du build et lors de la mise en produit. Enfin, lors du dispatch du truc, sachant que c'est ça le drame, c'est qu'effectivement, ils ont des cycles extrêmement courts pour répondre aux failles 0 day.
Et la société CrowdStrike commence à communiquer sur les raisons, effectivement, pourquoi en fait, ce bug est passé. Alors, c'est la stratégie de test, a priori, qui ne l'a pas relevé. Effectivement, on sait que maintenant, avec des stratégies CI/CD ultra puissantes, ultra rapides, complètement automatisées, finalement, on s'en remet à la qualité des tests qui ont été écrits. Et là, visiblement, les tests n'étaient pas assez complets. Donc, voilà. Un petit week-end de 3 jours pour les personnes qui ont connu l'écran bleu la semaine dernière, et puis peut-être une sacrée frayeur au niveau mondial, mais effectivement, voilà, lié à cette société. 1% de PC, la capacité de paralyser l'économie a été complètement folle, quoi. C'est-à-dire que et c'est là qu'on se rend compte aussi quand on est par exemple dans des entreprises où il y a parfois, par mauvaise coïncidence, 2 personnes malades, les services sont complètement désorganisés. Ben là, c'est un peu la même chose. Et alors, c'est assez marrant, il y a des mecs sur Twitter, alors est-ce que ce sont des petits malins ou est-ce qu'il y a qui ont fait des threads. Ah super, j'ai trouvé un job chez CrowdStrike, super. Ah, j'ai fait mon premier commit. Ah merde, je me suis fait virer. Oui, c'est un formateur belge justement sur toutes les notions de fake news, etc., qui a pris le truc dès le début, qui a fait un petit photomontage, genre qui est très mauvais en plus. On voit vraiment qu'il a collé sa tête sur celle d'un employé de CrowdStrike, Ouais. et il a eu son buzz quand même Ouais, interplanétaire j'ai trouvé là-dessus. ça marrant. Et oui, c'était bien joué de sa part, mais effectivement, il a démontré, voilà, il a prouvé que aujourd'hui, on avait toujours, enfin, on a comme toujours un autre biais de confirmation que quand on voit quelque chose qui nous semble évident et qui est l'explication la plus simple, allez, hop, c'est le fameux rasoir d'Occam, on prend l'explication la plus simple parce que c'est celle qui nous satisfait le plus. Ouais. Un week-end qui s'annonce un peu plus facile que le week-end précédent pour le monde Microsoft. Et de manière assez marrante, il y a des petits malins qui ont souligné aussi que la dernière fois qu'il y avait eu un truc comme ça, une grosse boulette d'un antivirus qui était parti en production, c'était McAfee, c'était il y a un petit paquet d'années. Et le PDG de CrowdStrike était PDG de McAfee à l'époque. Si on n'étant pas causalité, nous ne ferons pas de conclusion, mais... Donc voilà, écoute, au moins, il a pu replonger dans ses souvenirs pour gérer la crise. C'est l'avantage. Donc excellent. Donc j'avais dit que j'allais troller, mais le troll a été limité. Depuis que je fréquente le monde Microsoft, que je vais à des événements Microsoft, dont on n'a pas eu l'occasion de parler d'ailleurs, Paul, c'était un super truc ce que vous avez organisé, cette Summer Fabric Party. Fabric Summer Party, rapidement 2 mots, après on attaquera les news, mais effectivement c'est sur l'initiative donc, des auteurs qu'on avait reçu Marie Aubert, mais qui est accompagné de Mathieu Roy et Charles-Henri Sauger. On coécrit le premier livre francophone sur Microsoft Fabric. Donc on a animé à 12 speakers, qui était un sacré défi sur 4 heures, une session de présentation, d'initiation, alors, mais avec la pratique, parce qu'il fallait, toi tu faisais partie, Vincent, des participants, il fallait pratiquer en même temps, il fallait suivre les 12 speakers qui ont couru pendant une demi-heure chacun. Et c'était assez raide. Avec l'objectif de voir la plateforme de bout en bout, parce que c'est une plateforme effectivement de bout en bout. Vous pourrez retrouver les épisodes où on a présenté Fabric. Et il y aura sans doute peut-être, on verra si Charles-Henri souhaite relancer un peu cette dynamique, d'autres opportunités, peut-être pas que à Paris d'ailleurs, de reparticiper à ce genre d'événement. Ouais, c'était très dense et mon principal retour, c'est, je pense que chacune des interventions de chacun des speakers, vous avez donc détaillé de bout en bout, depuis comment on acquiert de la donnée dans Fabric, comment est-ce qu'on la structure, comment est-ce qu'on crée le modèle sémantique pour aller dans Power BI, comment est-ce qu'on utilise Power BI, comment même on peut faire des choses avec du temps réel et des choses comme ça. Presque chacune de ces rubriques aurait pu faire l'objet des 4 heures, quoi. Presque, j'ai envie de dire. Tant c'était dense. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super bien. Donc, pour dire, moi, je suis arrivé avec mon MacBook. J'ai fait l'intrus dans la salle. Je suis arrivé avec mon MacBook et comme navigateur Chrome. Et donc, ça marche. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de sujet là-dessus. Pas besoin de mettre une VM. J'avais une VM Windows au cas où et j'en ai pas eu besoin. Donc, c'est... le tour de force. Non, c'était vraiment super et j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre cet événement. Bravo à tous pour cette organisation hors pair. Nous sommes le 26 juillet.
évidemment qu'on ne va pas pouvoir passer à côté des LLM tant les annonces de ces derniers jours ont été un peu folles, aussi bien du côté de la maison historique du LLM qui est OpenAI, que de ses contradicteurs, avec notamment Meta qui est allé de sa petite sortie. Et oui, pas de trêve olympique pour les LLM, ça sera alors c'est toujours compliqué avec les annonces sur les LLM, enfin compliqué pour la première société qui va lancer sa première annonce. Vous savez, c'est comme les fameuses célébrités qui décèdent le même jour, c'est toujours le plus célèbre des deux qui l'emporte. Et ben là, la première annonce qui est arrivée dans l'ordre chronologique sur ces derniers jours, c'est GPT-4o mini. Alors, on sent qu'OpenAI, là, ils sont toujours pas de feuille de route annoncée sur un GPT-5. Ça commence peut-être un peu à titiller d'ailleurs les personnes qui, beaucoup cette société-là. Alors, qu'est-ce que c'est GPT-4o mini? C'est un petit peu finalement le pendant de GPT-4o, donc O pour Omni, hein, donc on a un modèle multimodal ici, mais en version type SLM, quoi, donc enfin type mini multimodal. On avait évoqué déjà des modèles comme Phi par exemple, il sera un modèle plus petit. Alors qu'est-ce que c'est plus petit? C'est quand même des milliards de paramètres, mais petit au sens où finalement on a plus de capacité à le faire tourner soi-même. Ça peut presque, si on a une belle machine avec des GPU, on peut le faire tourner en local. Oui, le faire tourner soi-même requiert quand même d'avoir un petit peu les moyens de le faire. Plus envisageable, on va dire, qu'effectivement avec les larges modèles. Et on a aussi finalement l'idée sur les modèles plus petits qu'on va réussir à finaliser un fine-tuning plus rapidement, et donc à se dire effectivement, est-ce qu'on arrive avec cette étape de fine-tuning, donc d'entraînement peut-être à une nouvelle tâche ou sur des données complémentaires, on va arriver à stabiliser quelque chose qu'on pourra évaluer plus rapidement. Donc c'est tout l'intérêt des modèles mini. Il y a aussi le fait de les faire tourner, comme on dit, at edge, donc peut-être après de manière plus déportée. On peut imaginer tout. Enfin, vous connaissez les scénarios autour de l'IoT. Donc GPT-4o mini, il garde quand même cette capacité de vision, donc ça c'est intéressant. On a toujours l'idée de dialoguer avec lui et puis de faire travailler sur du texte, mais il garde aussi sa capacité de vision. On le compare dans les fameux benchmarks, avec lesquels j'ai toujours un petit peu de mal, parce que est-ce que le modèle a été entraîné pour gagner le benchmark? C'est toujours la question, mais on le compare avec un GPT 3.5 Turbo, et on est sur des coûts, à nouveau, alors qu'on dit 60% inférieur à ce qu'était 3.5. Oui, en termes de coûts, mais de coûts d'entraînement, tu veux dire Ouais. Ouais. De manière globale, a priori, c'est ce qui se dit. Parce qu'effectivement, dans les coûts, on distingue bien les coûts d'entraînement du modèle initial, alors qui ne sont pas répercutés pour les utilisateurs, hein, bien sûr, mais si on se projette plus, on va dire, sur les coûts écologiques aussi de ce type de modèle. On a après le coût à l'inférence, et qu'on paye deux fois, hein, on paye au prompt, donc à ce qu'on envoie, l'input, et on paye à l'output qu'on reçoit. Donc là, on est sur des ordres de grandeur de prix de 15 centimes de dollars pour le million de tokens de prompt, et pour la complétion à 60 centimes au million de tokens. Donc on se situe sur des tarifs effectivement qui sont... aujourd'hui, en fait, OpenAI, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau modèle, revoit à peu près leur grille tarifaire, remettre les choses, vous payez à peu près toujours la même chose, mais vous avez des modèles de plus en plus puissants, en gros. Et donc le fine-tuning sera aussi bientôt disponible pour GPT-4o mini, GPT-4o mini. Voilà, donc une annonce effectivement intéressante, donc toujours dans cette idée d'avoir des modèles plus petits qu'on pourrait éventuellement spécialiser, plus efficaces, mais j'ai l'impression que cette annonce est quand même passée un petit peu. Et ouais, et alors c'est assez marrant parce que on avait l'impression que c'était la vraie tendance, c'était justement de réduire la quantité de paramètres, enfin d'avoir quelque chose de plus portable, et patacrac. Max Zuckerberg, plus que Marc, effectivement, on revient à nouveau à ces fameux B exponentiels. Donc, vous savez, le B dans les foundation models, c'est le nombre de paramètres en milliards, billions, hein, donc le nombre de paramètres du modèle. Donc, Meta a annoncé sa version 3.1 de Llama. On était déjà à Llama 3, hein, qui avait déjà un petit peu effacé le DBRX de DBX à l'époque, de Databricks à l'époque. Et donc Llama 3.1 est annoncé donc dans 7B, 80B et 400B. Alors
voilà, 405, on est au-dessus d'un GPT 3.5 par exemple. Ouais, c'est quand même fou en termes de taille. Ouais. On ne connaît pas le nombre de poids de GPT-4, donc c'est pour ça on a du mal, mais on doit être sûrement dans les ordres de grandeur assez similaires. Donc effectivement, voilà, on revient sur cette histoire de modèle assez énorme. Alors qu'est-ce qui change là-dedans? Pardon, je t'interromps parce que j'arrive pas à le garder pour moi, mais rebondir sur le 405 milliards fait avec 15 trilliards de tokens. Voilà. 15 trilliards de tokens. C'est absolument ahurissant. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces 15 trilliards de tokens, par contre, et c'est en ça que, effectivement, l'open source, selon Mark Zuckerberg, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, tiens, Mark Z, ou Zuck, c'est sa notion de l'open source, voilà, et bon, est assez parcellaire. Qu'est-ce qui va être vraiment ouvert ici? Ben, c'est les poids, donc vous pouvez effectivement récupérer les 405 milliards de poids. On ne saura pas exactement quels sont les datasets d'entraînement. On connaît la taille, effectivement. On connaît les méthodes. Il y a eu un papier de recherche qui est sorti donc, sur les méthodes de... vous savez, un peu la deuxième étape qu'on fait après un entraînement de modèle de fondation. On les fine-tune, entre guillemets, mais on les aide à être plus... comment dire, sans faire de comparaison humaine, j'allais dire plus humain dans le dialogue, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'on sait que c'est toujours un côté très mécanique quand même. Mais en tout cas... Qui est-ce qu'on reproche au LLM d'une manière générale, qui est effectivement là où il y a un effort à faire sur le fait de lui enlever une petite dose de rigueur dans sa réponse. Ouais. Et donc voilà, c'est fait avec des données synthétiques, ça c'est intéressant aussi parce qu'on sent que les approches sont de plus en plus automatisées. On se rappelle à l'époque de GPT-3, toutes les critiques qu'il y avait eu sur les travailleurs du clic, il y avait effectivement des conditions absolument horribles d'intervention sur les contenus à la fois soumis et produits par les modèles dans cette dernière phase d'entraînement. Donc là, c'est plutôt sur la donnée synthétique qu'il y a des opérations faites pour finaliser le modèle. On est quand même sur 16 000 GPU de type H. Donc, bon, voilà, ce qui représente un budget de dingue, parce que si ma mémoire est bonne, une H100 chez un cloud provider, ça vaut 1000 balles le mois, quoi. Et à l'achat, alors c'est négocié, hein, il y a des tarifs négociés, mais on est, je crois, autour de grandeur autour de 50 000, 70 000 dollars. Et Xavier Niel, par exemple, lui, compte équiper son supercalculateur, enfin en tout cas son infra nécessaire pour ses expérimentations. Pour QTI. Voilà, QTI, autour de 1000 GPU. Donc on se rend compte effectivement que construire des modèles de cette taille-là, c'est un investissement complètement faramineux qui est absolument pas à la portée de tout le monde, quoi. Donc, et on verra juste après. Et même utiliser ces modèles n'est pas forcément à la portée de tout le monde sans faire appel à un service managé. Et c'est un truc sur lequel on reviendra d'ailleurs juste dans une ou deux news plus tard. Donc service managé, tiens, je me fais penser à ça d'ailleurs, que ce soit Hugging Face ou ce qu'on appelle Azure Model Catalog aussi. Hein, donc le modèle est déjà disponible. C'est possible aujourd'hui de l'utiliser. Je continue sur la notion d'open source. Voilà, un petit peu différente de ce que vous pouvez connaître peut-être du monde open source. Là, il faut quand même remplir un formulaire, donner ses coordonnées, et après on peut récupérer le modèle. Voilà, donc il y a quand même... alors peut-être que c'est pour effectivement une sorte de traçabilité derrière, après des usages qui en sont faits aussi. Voilà, donc toujours une licence à bien creuser si vous voulez derrière aller utiliser ce modèle pour vos usages professionnels. On sait que la SNCF, Gare et Connexion, d'ailleurs, sont dans les premiers bêta-testeurs du modèle. Et on pourrait, alors ça c'est une news que j'ai vu passer sur LinkedIn et qui m'a fait sourire, et tu vas aimer ça, Vincent, parce que je sais que tu aimes bien les MacBook Pro, mais on peut effectivement imaginer, alors grâce surtout au mécanisme de quantisation, hein, c'est-à-dire qu'on peut, vous savez, comme quand on pixelise une image ou comme quand on joue à un vieux jeu de Nintendo 8 bits, on peut réduire aussi la précision des poids. Donc 405 milliards de poids, mais on peut limiter les chiffres après la virgule et donc retomber sur du 8 bits, je crois même du 4 bits. Voilà, pour expliquer
très brièvement la chose à ceux qui... Imaginons que vous êtes sur 2 octets, pardon. En termes de précision, vous avez 60, si ma mémoire est bonne, 65 000 valeurs possibles. Vous passez sur un seul octet, vous n'en aurez plus que 256, donc ça veut dire que vous avez une approximation qui va se faire, puisque il va falloir remapper 65 000 valeurs dans une échelle de 256. C'est ça le principe de cette quantisation. Ça se fait jamais dans cet ordre de grandeur, bien sûr, ça se fait dans un ordre de grandeur un peu plus limité, où on va faire un octet et demi à la place de 2 octets, par exemple. Mais ça permet de réduire de manière drastique la taille des modèles et le memory footprint qu'ils vont avoir sur votre machine. Et donc, il y a des gens qui ont essayé, a priori, d'aller faire tourner en local le Llama 3.1 405B. 405B. Alors, comment faire? Donc, avec 2 MacBook Pro, donc, sans doute des versions assez puissantes, donc je crois que c'est 128 Go de Ouais, ce RAM. que j'allais dire, parce que c'est du Pro Max, de dernier Pro Max qui peut exister, donc c'est déjà des machines. Je pense que là, déjà, on en a pour bien 10 000 balles de machines pour les deux, quoi. Hein, donc, relié avec un câble Thunderbolt, je crois. Et puis après, les petits outils type Lama CPP, donc qui permettent de pouvoir tourner en local. Et a priori, ça marche. Bon. Voilà. Si vous avez ces 2 bécanes chez vous, le câble qui va bien, vous savez comment vous occuper ce week-end. Mais bon, il a fait. Après, il faut voir le rate à laquelle ça peut bouffer du token, quoi. Ça sera le démonstrateur, mais mine de rien, ça veut dire que effectivement, ça requiert, rien que pour faire le proof of concept du truc, il faut déjà des moyens démesurés. Donc, on est assez loin quand même d'un truc dont on parle de plus en plus pour justifier l'inflation galopante de la taille des machines. On verra ce que Apple nous réserve avec Apple Intelligence. Ça commence un petit peu à bouger et je pense qu'on y reviendra à la rentrée. Apple dit, ouais, ces machines avec plein de GPU que vous avez, évidemment, vous allez pouvoir embarquer du LLM dedans. Je veux dire, il va falloir déjà qu'Apple arrête de mettre son entrée de gamme avec 8 Go de mémoire, hein, qu'ils osent monter un cran au-dessus en termes de taille de mémoire disponible. Mais ça reste encore des machines qui nécessitent des ressources importantes pour satisfaire ce type d'ambition, quoi. Soyons très clairs là-dessus, quoi. Mais c'est peut-être, je te rejoins là-dessus, hein, c'est peut-être une tendance qu'on va voir quand même s'affirmer, hein, de fait de tourner les modèles de fondation en local. On peut penser au Copilot plus PC là, de Microsoft. Donc, on fait par exemple dans Paint de Microsoft, on a un DALL-E intégré. Apple, effectivement, il y a 2 options. Hein, c'est soit vous utilisez le modèle embarqué sur le smartphone, ou vous allez attaquer un endpoint d'OpenAI. Ici, on voit qu'il y a quand même... je pense que le 405B n'est pas forcément ultra nécessaire, mais on arrive à avoir des modèles qui peuvent s'exécuter localement. Et parce que derrière, c'est pas soutenable en termes de... Google a fait des déclarations récemment là-dessus, en termes de... effectivement, d'infra, parce que on a beau parler de dématérialisation, tout à un moment se passe dans des machines physiques qui sont dans des data centers physiques qui utilisent des ressources minières physiques. Voilà, donc rien n'est finalement si dématérialisé que ça. Et ça va être difficilement soutenable si on a une telle croissance des activités autour de l'IA. J'essaie de retrouver dans Génération Do It Yourself. Si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode du podcast Génération Do It Yourself. Et en plus, si vous voulez trouver des moyens d'expliquer tous ces LLM à des gens qui ne sont pas du sérail, le 397 de Génération Do It Yourself recevait Yann Lequin. Yann Lequin disait les LLM, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est de la mauvaise IA, donc on a matière à faire beaucoup mieux. Donc même en pensant ça, ils arrivent à continuer à faire des efforts pour rester dans le game là-dessus. Donc ils sont vraiment, vraiment balèzes. Donc moi, je suis assez stupéfait de tout ça, quoi. Pour continuer, il y avait un post. Donc vous avez un nouveau néologisme. Au lieu de dire fucked, vous pouvez dire zucked, puisqu'il y a Gary Marcus, qui est sur son Substack, a écrit un article en disant « Why OpenAI may be well completely zucked ». Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, finalement, aujourd'hui,
OpenAI a un modèle fermé qui est en closed source, hein, qui n'est pas open source, qui n'est pas disponible autrement qu'au travers des services d'OpenAI. Et est-ce que OpenAI va continuer à maintenir sa génération de revenus s'il y a des alternatives qui sont aussi bonnes que ça? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question que pose, et sachant que les coûts continuent à être galopants puisqu'ils évaluent que la distribution en termes de coûts, on ne sait pas quel est le revenu que fait OpenAI, mais la distribution en termes de coûts, c'est 7 milliards par an pour le training et l'inference. Alors, une partie étant liée quand même au revenu, puisque l'inference est liée au revenu, mais le training reste assez fixe. Et à mon avis, c'est une grande partie de ces 7 milliards de dollars. Le staffing, le cost de people, c'est 1,5 milliard. Impressionnant, hein? Et donc, ils mettent ça en exergue en disant, bon, ben ouais, au fait, est-ce qu'ils ont vraiment une technologie si unique que ça? Est-ce qu'il y a un truc qui est la killer app? Est-ce qu'on peut compter sur eux parce qu'ils sont disponibles? Donc, comment est-ce qu'ils vont assurer cette profitabilité dans le futur, quoi? Parce qu'avec avec le coût que vient de leur jouer Meta, ils risquent d'avoir des vrais problèmes. Donc, c'est un peu assez intéressant si vous voulez avoir la contrepartie business de ce dont on vient de parler, qui permet quand même de dire, même ils ont récemment valorisé, pardon, l'entreprise à 80 milliards, ils vont devoir refaire un tour d'investissement avant les 12 prochains mois pour pouvoir continuer cette course galopante. Et donc, alors que les chiffres sont là, ils devraient logiquement perdre 5 milliards de dollars cette année encore. Donc, c'est de toute façon le sujet des valorisations de startups et de la course aux investissements et au funding que subissent ces startups, poussés au paroxysme, vu qu'ils sont dans des échelles totalement folles dans ce monde du LLM, quoi. Voilà. Et si on veut en faire moins justement avec les LLM, est-ce qu'on se limiterait pas sur notre traduction, sur le fait de recourir au... Ouais, alors c'est justement effectivement un post super intéressant que j'ai vu sur LinkedIn, et donc on vous met le lien sur LinkedIn. C'est Thomas Gerbeau, qui est un data scientist marseillais qui a fait des trucs super intéressants. Je vous invite à le suivre. Il a des prises de position super intéressantes et qui relaye le post de la Société française de traduction, qui explique qui sont évidemment, eux, mis dans un niveau de difficulté non négligeable avec l'arrivée des LLM, hein, bien sûr, puisque aujourd'hui, là où c'était un métier, je vais dire, quasiment manuel auparavant, maintenant, c'est pratiquement le go-to par défaut, ça va être de faire ça avec un LLM. Et puis, si c'est pas satisfaisant, peut-être qu'on se repenchera sur les anciennes méthodes. Et donc, c'est un petit carrousel d'une dizaine de pages que vous pouvez lire sur LinkedIn. Globalement, vous allez contribuer à la disparition d'un métier. Mais ouais, so what? Ok. Vous n'êtes pas assuré du respect de la création et du savoir-faire humain et de fait que vous respectez les gens qui ont créé de la matière qui va être utilisée pour faire ces traductions. Vous n'avez aucune transparence. Donc, il y a des vrais sujets là-dessus sur lesquels ils alertent. C'est une lecture assez intéressante. Ça permet aussi de mettre un prisme sur ce que beaucoup de gens peuvent ressentir quand les gens pensent qu'il y a une menace pour leur métier. Là, on est en plein dedans, quoi. Et c'est un vrai sujet d'intérêt par rapport à ça. Et donc, c'est la défense légitime d'une profession, c'est cette question de la propriété intellectuelle, la qualité linguistique aussi. Ils mettent ça en avant. Ils disent à un moment donné, si vous voulez avoir des gens qui ont un peu de sensibilité, qui veulent de bout en bout raconter quelque chose de cohérent sur l'ensemble de ce qu'ils traduisent, seul un linguiste humain va pouvoir vous l'assurer.
un LLM, vous n'avez pas la certitude qu'il va vous répondre 2 fois quelque chose de similaire, de cohérent à la même problématique. Et donc, cette capacité de nuance et de contextualisation, seul un humain va pouvoir vous l'apporter. Cela étant, pour avoir moi un petit peu plongé dans ces métiers, entre le moment où il y a un traducteur qui peaufine le texte, ainsi de suite, et le texte brut reçu, ou le son, l'image reçue, et ce qui en sort à la fin, il y avait déjà depuis très longtemps des outils de traduction automatique qui étaient utilisés pour dégrossir le boulot. Donc, on est que dans la continuité, sauf que là, le LLM va énormément plus loin et surtout est accessible à des non-initiés pour pouvoir faire le boulot. C'est-à-dire que, effectivement, moi qui suis très loin de parler et encore moins d'écrire un anglais parfait, je ne peux m'empêcher de soumettre à ChatGPT ce que j'essaie de traduire en anglais pour faire l'exercice d'ailleurs de traduction en reverse pour dire est-ce que le truc que j'ai écrit en anglais veut bien dire ce que je veux dire en français, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus accessible que ça pouvait l'être sur ces outils qui étaient des outils extrêmement coûteux auparavant que pouvaient utiliser les boîtes qui faisaient de la traduction. Donc, on va voir, à mon avis, plein de métiers qui vont commencer à s'élever sur ces typologies de sujets, quoi. Voilà. Et qui seront, et ce sera des choix de société, selon les domaines. Hein. On peut penser à l'éducation, on peut penser à effectivement au choix artistique où finalement, quand on refait une traduction d'un roman, je pense au Don Quichotte de Cervantes, il y a eu énormément de traductions qui sont sorties, même dans la même langue, il y a plusieurs versions qui sont plus actuelles, qui traduisent aussi la lecture d'une personne, qui est en l'occurrence le traducteur ou la traductrice. Donc oui, il va rester sans doute des niches aussi pour cette création très forte, mais voilà, on voit un bouleversement sur les tâches les plus effectivement les plus automatisables par ces outils. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, j'ose imaginer que le mois d'août, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Hein. On aura plein de nouveautés à vous faire part sur ces sujets de LLM à la rentrée. Mais là, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas quand même à ce que ce soit aussi mouvementé sur cette fin juillet. On va passer sur le data engineering, mon cher Paul. Et vous le savez, je vous ai pas mal parlé des Jupyter Notebook, des choses comme ça ces derniers temps. Et un petit nouveau qui est arrivé avec plein de promesses sympas, qui s'appelle, qui dit c'est The Future of Python Notebooks. Alors, de manière assez marrante, puisque Jupyter Notebook tient son nom, puisque c'est Jupyter, c'est Julia, Python, R. Et 99% des gens font dans Jupyter du Python. Je vais m'insurger pour la communauté des développeurs en R, mais il en reste quelques-uns. Non, mais les gens en R, moi, j'ai fait beaucoup de R par le passé, je faisais du RStudio, je faisais pas du Jupyter, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, soyons clairs. Et donc là, ils arrivent avec un notebook qui est dédié au monde Python, qui est assez marrant puisque il peut tourner visiblement aussi dans du WebAssembly. C'est-à-dire que vous pouvez l'embarquer dans un browser sans avoir besoin d'avoir des choses. Donc, ça peut commencer à faire germer certaines choses en termes de killer app qu'on pourrait faire là-dessus. Et il résout différentes choses qui étaient un peu déplaisantes parfois dans un Jupyter Notebook. On a tous fait un Jupyter Notebook où c'est un outil expérimental. On fait quelque chose d'une cellule. On modifie la valeur qu'on avait fait dans la première cellule dans une deuxième cellule. On remodifie. Et puis à la fin de l'histoire, on l'exploite dans une dernière cellule. Et puis quand il s'agit avant de faire le commit, on dit on va faire du nettoyage et on enlève les cellules intermédiaires, mais hop, passe à la trappe une modification qu'on a pu faire. Et donc la dernière cellule, vous voulez la réexécuter et elle marche plus parce qu'elle a plus la valeur qu'elle utilise. Et bien là, il résolve ce truc-là en permettant de faire de pouvoir sérialiser les valeurs, les variables en dehors des cellules
donc de pouvoir maintenir le state des variables tout du bout. Et puis aussi, ils ont tout de suite pris le pli. C'est un autre feature super intéressante. Vous vous souvenez, souvent on a dit ces derniers temps, on va pas faire du Jupyter Notebook s'il s'agit de livrer un proto à quelqu'un pour faire un démonstrateur de quelque chose. Et là, eux, ils ont fait un peu le bridge avec ce que pouvait faire un Streamlit en permettant de binder des éléments du UI à l'intérieur de votre page de notebook. Et donc de pouvoir livrer ensuite une application autonome qui ne soit plus un notebook pour pouvoir livrer un prototype à des clients. Et ça, c'est une feature super intéressante de ce point de vue-là. Et donc, c'est vraiment assez intéressant. Alors, c'est tout frais. Pour être très franc avec vous, je l'ai vu il y a 2 heures, cette news. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, je pense que je reviendrai là-dessus assez rapidement. Et ils ont vraiment des trucs super intéressants aussi sur l'exploration de données, où vous pouvez faire des graphes, un nuage de points, pouvoir souligner dans le nuage de points, sortir une table de données avec ça. Enfin, il y a vraiment, a priori, des choses super intéressantes qui peuvent être faites là-dessus. Ça a vraiment été repensé pour résoudre les problèmes auxquels et nos attentes qu'on peut avoir actuellement. Donc, vraiment, super produit. Allez, je vous promets, pour le prochain épisode à la rentrée, je vous en parlerai plus. Je vais occuper mes matins avant que la famille soit levée pendant les vacances à regarder ce truc-là. Mes premières réactions à chaud aussi, c'est pour être un grand utilisateur de notebook quand même, de par mon futur ancien métier de data scientist. Le Jupyter Notebook, effectivement, je pense qu'il était devenu obsolète au sens où il fallait quand même, dans les entreprises, avoir cette installation du serveur Jupyter, avoir les autorisations d'accès, et puis on se rend des comptes quand même qu'il y avait pas mal de porosité aussi après pour les environnements. Voilà, c'était pas forcément évident. Je pense qu'on est maintenant quasiment tous passés en data science au fait d'être dans un IDE, par exemple Visual Studio Code, avec les extensions qui permettent d'écrire je crée mon nouveau fichier. Au lieu de mettre quand j'explore la donnée, je mets pas .py à la fin, je mets .ipynb. Et voilà, je sais que je vais avoir des cellules interactives et je vais pouvoir aller plus vite pour explorer. Ouais. Et effectivement, à la fin, on va reconvertir la chose. Et je crois d'ailleurs que si je me souviens bien dans ce que propose Marino, on est directement d'ailleurs sur de l'extension .py. Je crois que par défaut, c'est un .py. Et alors, les exemples, il y a un Made with Marino en bas de la page. Et les exemples sont vraiment super bien faits, qui est l'explorer de données, qui est le fait de pouvoir faire des applications pour faire du PDF chat. Donc, on peut s'imaginer que ça joue avec un back-end OpenAI. Donc, il y a vraiment, sûrement, on n'est pas loin de cette idée du couteau suisse du tooling d'expérimentation et de prototypage. Et il y a notamment aussi cette drill down into data qui m'intéresse, moi, au plus haut point, puisque je vais pouvoir charger les statistiques. C'est mon side project de l'été. J'ai récupéré toutes les statistiques de performance de véhicules sur les courses du World Endurance Championship, donc les courses qui sont notamment Le Mans. Et donc, je vais pouvoir décortiquer ça, qui sont les équipes qui ont passé le plus de temps au stand, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais m'amuser comme un petit fou avec ça. Donc, je pense que j'ai trouvé un bon prétexte à mettre ça en route. Donc, c'est chouette. Et puisqu'on est dans les Python et dans la data, c'est, je crois, Michel Karadec qui, sur le Slack, nous a fait remonter. La Bretagne est à l'honneur, puisque il est rennais, notre ami Michel, qui nous a fait remonter un post qui parle de Ibis. Ibis, on en a déjà un tout petit peu parlé. Vous savez, Ibis, c'est cette couche d'abstraction qui vous permet d'écrire du code pour manipuler de la donnée, quel que soit le moteur sous-jacent que vous utilisez. Alors, moteur sous-jacent, ça peut être l'historique Pandas, ça peut être du Polars, ça peut être du DuckDB, et ça peut être plein de moteurs SQL aussi. Et donc, vous écrivez un seul code, et derrière, vous allez pouvoir pousser ça vers plein de moteurs différents. Et donc, ils font un petit comparo en termes de performance entre Ibis, Pandas, Polars en direct et Polars en lazy, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute que quand il a besoin de sortir. Vous imaginez, vous faites plein de transformations et c'est
un peu comme sur Spark, quand on avait le compute qui se lançait lors du collect ou lors de ce genre de choses-là. Là, c'est un peu la même chose qui va se passer. Et vous avez aussi du Polar's Lazy Streaming. Alors ça, j'ai jamais regardé, mais à mon avis, à s'imaginer, ça peut permettre de faire des choses. Et puis, il y a aussi des choses autour de DuckDB, de Data Fusion là-dessus. Et donc, les performances sont assez intéressantes. Ça prend je sais plus combien, il y a 25 requêtes différentes du TPCH. Le jeu de données fait 1 Tera et à nouveau, vous allez dire, on parle beaucoup de MacBook Pro dans cet épisode. C'est sur un MacBook Pro, certes avec 96 Go de mémoire, donc qui n'est pas le MacBook Pro de Monsieur Tout le Monde, que ces datasets ont été décortiqués. Et je crois que, si je ne dis pas de bêtises, ça va même jusqu'au fait de dire, si vous aviez ces opérations à faire, vous allez pouvoir, sur la base de prix de VMGCP, le faire pour telle valeur, si tant est que vous le fassiez tout le mois, parce que c'est là où c'est intéressant sur ce genre de moteur, c'est bien évidemment de le faire de faire tourner les VM que le temps dont vous en avez besoin. Et d'ailleurs, à la rentrée, j'espère que j'en aurai fini avec ça, je pourrais vous parler de projets que j'ai menés là, on a downsizé des applications qui tapent dans des grosses bases de données pour faire ça au-dessus de fichiers DuckDB. Et c'est des exercices assez intéressants et qui économiquement permettent d'avoir un levier assez dément chez les clients. Et donc pour revenir, je cherche là. Il y avait un truc qui parlait effectivement synthétique en termes de performance. Alors Data Fusion et DuckDB se tiennent un petit peu en termes de performance. Les deux sont assez proches là-dessus. Et par contre, les autres plus classiques, qui sont plus liés à de la data analyse, qui sont Polars et Pandas, sont quand même assez loin en termes de performance derrière. Mais ça n'étonne personne. Mais donc, j'ai jamais joué avec Data Fusion. Ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu ce que ça donne en termes de performance sur des... Alors après, il y a toujours cette question qui est de dire, est-ce que un 1 terabyte de données tel ou tel est plus performant, et que si j'ai plutôt quelque chose de raisonnable de 20 gigas de données, je vais avoir des écarts de performance qui vont être négligeables. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de réapprendre quelque chose de différent? Mais c'est peut-être là où est l'intérêt d'apprendre Ibis et de se dire que vous travaillez systématiquement avec Ibis en front, c'est que vous pourrez interchanger le moteur sous-jacent. Alors, un outil qui me fait tousser, c'est deux idées là, qui me viennent quand on a toujours ces idées de surcouche finalement sur différents produits. On a sûrement quand même des gestions de data types, enfin vraiment. Est-ce qu'on arrive à trouver des types de données qui fédèrent? On sait qu'il y a plein de subtilités entre les différents outils de stockage. Et après, quelle va être l'écriture de tout ça? Moi, ce que j'attends, c'est le langage qui fera mieux que SQL, au sens où on va pas dire quel est le nom de la table à la fin, après avoir dit quelles sont les colonnes dont on avait besoin. Enfin, on sait qu'il y a déjà eu effectivement des initiatives autour de langages qui pourraient être plus explicites. Ouais, on pense à Malloy, on pense à tous ces trucs-là, effectivement. Ouais. Ou nous faire répéter dans le groupe by la liste des champs qu'on a déjà donnés. Voilà, c'est des choses qui semblent être des archaïsmes complets, mais qu'on se traîne quand même depuis 40 ans. Voilà, est-ce que j'ai pas creusé la syntaxe ici? J'ai l'impression que de première vue, elle se rapproche plus effectivement d'une syntaxe un peu à la PySpark ou enfin du puis où tu chaînes des choses qui pourraient être faites de manière indépendante et donc qui sont plus faciles. Moi, ce que je vois, c'est que c'est plus facile à itérer là-dessus que itérer sur la création de requêtes SQL, ou justement parce que les trucs sont pas dans un ordre logique et que tu fais ton group by à la fin, mais il faut avoir mis les champs au-dessus, et il faut avoir mis les conditions, les agrégations que tu veux faire en début, et après tu fais le group by. Alors, tu vas me dire, ouais, tu peux itérer sur du SQL en faisant une chaîne avec des with, machin, with telle requête qui donne with, machin. Bon, ok, je veux bien, mais in fine, c'est quand même pas le truc le plus facile de la Terre, quoi.
Et là, ce qui est très certain, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus lié. Alors attention, à nouveau, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait l'autre jour avec Florian Eden, où on parlait de DBT versus SQL Mesh. La population qui vient de l'analytique, qui fait du SQL, c'est pas ça qu'ils vont utiliser demain. Ils vont continuer à faire un truc qui leur est compréhensible en SQL. Les populations de gens qui savent développer, c'est clair qu'ils vont voir ça comme une super opportunité aussi. À suivre. Allez, on va terminer par un petit carnet mondain, puisque notre carnet de balles de rentrée sera sacrément chargé, mon cher Paul. Et oui, vous allez peut-être pouvoir nous rencontrer dans la vraie vie, et pas seulement au travers de ces podcasts et maintenant vidéo. On va commencer par fêter les 10 ans, les 200 épisodes du Big Data Hebdo à Nantes lors du salon Data IA le 17 septembre par un enregistrement live d'épisodes, dédiés à la qualité de données. C'est un sujet quand même que Vincent qui te tient à cœur et ça pouvait être la bonne idée d'en discuter avec vous en live pendant cette session qu'on fera en fin d'après-midi de mémoire. Vous regardez le programme, il y a plein d'autres choses intéressantes de toute façon. Sur ce salon, 17 septembre, c'est gratuit, mais il faut quand même penser à prendre son billet assez tôt. Et puis si vous êtes dans le coin, si vous avez l'intention de passer, un petit mot dans le Slack et on pourra s'organiser pour se voir à cette occasion. C'est toujours mieux en préparant un petit peu les choses. Et ça continue, Paul. Tu as d'autres on devrait effectivement recroiser le monde de la Big Data à Paris. Alors je crois que maintenant ça s'appelle aussi Big Data and AI, forcément, je pense. Donc le salon historique à Paris, 15 et 16 octobre. Et moi, je serai le lendemain à Lille pour le Power 365. Alors effectivement, ma nouvelle casquette fera que je vais toucher un petit peu plus de produits dans l'écosystème Microsoft. Et je reviens un petit peu aussi dans le monde de la Power Platform. Donc je parlerai, mais là, ça sera pour parler quand même intelligence artificielle. Donc sur un événement qui est lillois. Qui se fait donc organisé par Guillaume et Amélie là, qui sont vraiment des super personnes là, pour faire tourner localement un bel événement public. Donc Power 365 le 17 octobre et on continue en novembre, Vincent, avec de la data toujours. Et oui, il y a la Forward Data Conférence qui est organisée par Imaya, la société. Mais pas que, il y a Blef est impliqué aussi. Blef est impliqué dedans. Christophe Blefaric, nous avons reçu ici. Et aussi le Slack et la communauté Modern Data Network. Donc, c'est plein de beaux mondes qui organisent un très bel événement. Et ils ont annoncé, pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, que l'un des speakers serait Joe Rice, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le co-auteur du best-seller Fundamentals of Data Engineering, qui est paru en 2022. Et peut-être que, Paul, tu feras partie des heureux speakers. Ou spectateurs, on verra. Ou spectateurs. Moi, je serai spectateur. Et ben voilà, cet épisode s'arrête là. On a bien balayer les dernières news. Évidemment, on ne sait jamais, on n'est jamais exhaustif. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir après un épisode en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ce truc-là ?» C'est quand même important. Et on ne peut pas tout faire. Nous sommes fin juillet, donc on va vous souhaiter d'excellents repos estivaux si vous avez la chance de prendre des vacances. Et puis sinon, de bien profiter des Jeux Olympiques qui démarrent ce jour à Paris. Et puis on espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons eu à l'enregistrer et on vous retrouve très bientôt. À bientôt.